Donc rebonjour à tout le monde. Alors comme Eléa l'a précisé, là on est un groupe de recherche en ethnobotanique, particulièrement en pharmacologie. Dans le cadre de nos études en pharmacologie, pour essayer de comprendre ce qu'on a sous notre microscope, dans notre boîte de pétri, ou pour anticiper éventuellement des effets, on a beaucoup recours à la modélisation. Donc, l'idée de l'intervention ici, c'est de parler de l'observateur dans la modélisation, et dans un exemple concret sur lequel, en fait, moi je n'ai jamais travaillé, la modélisation des épidémies. Pourquoi je peux vous en parler quand même, c'est que les techniques mathématiques ou les logiciels qu'ils utilisent sont les mêmes que ceux qu'on utilise, nous, tous les jours quand on fait de la modélisation dans le labo. Alors, on en discutait déjà avant ce colloque, on en discutait encore à table. Alors, en sciences exactes, en sciences analytiques, c'est pas parce qu'on est caché en fait derrière un instrument ou des protocoles qui ont l'air beaucoup plus costauds ou solides que éventuellement une méthodologie évolutive au cours d'un projet lui aussi évoluant en sciences humaines, qu'on n'est pas directement dans le biais, avec une polémique encore très récente de cette année, qui est une énorme bourde, qui est à la limite donc, de la déontologie et de la faute professionnelle, où donc des chercheurs avaient affirmé haut et fort que sur Vénus, ils avaient trouvé donc, des molécules probablement issues d'un organe vivant. Et il a fallu que toute la communauté scientifique rame derrière cette annonce en disant attention, cette simplification de message, cette observation que vous décrites, ce n'est pas ça. Même si vous vulgarisez, ce n'est pas vrai. C'est un instrument de mesure qui a mesuré un gaz. Ce gaz ensuite est analysé par une autre machine il y a 20 ans. Et c'est en réalisant des datas et en les mélangeant à d'autres datas qu'on a pu statistiquement dire il pourrait s'agir de ce gaz. Et les sources possibles de ce gaz, parmi tout, c'est une forme de micro-organisme. Donc vous voyez, là, l'observation, il faut bien, c'est ce que rappelle ce professeur de l'Université du Québec à Montréal, Yves, c'est attention, on ne mesure jamais un phénomène complètement, on ne l'observe que partiellement. Et ça va être important en modélisation, et encore plus dans le cas des épidémies. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, ici, on a dit qu'on faisait un peu de systémique. Alors moi, j'ai une formation quand même dans ce qu'on a appelé, alors ça aussi, sémantique, épistémologie, il faut me corriger. Donc à l'école, je faisais des maths appliquées à la bio, donc c'était trans ou interdisciplinaire, d'accord. Après cette licence spécialisée, j'ai fait un master en quantification et en modélisation en biologie. Et j'ai fait neurosciences intégratives. Donc ça voulait dire qu'il fallait modéliser des neurones pour qu'on... Voilà. Alors intégrative, ça voulait dire en fait plus ou moins systémique, mais on ne me l'avait jamais dit comme ça. Mais apparemment c'était synonyme. Et donc un petit peu dans l'appel ou les associations professionnelles, notamment vis-à-vis des financeurs, il y a un organe européen qui essaie de dire comment ça s'appelle, c'est la biologie des systèmes. Et alors la biologie systémique intégrative, elle répond vraiment à la définition générale de la systémique, qui est de faire fonctionner ou de comprendre différents éléments à différentes échelles, voir comment les interactions s'opèrent entre ces éléments d'un système qu'on prend aussi le temps de définir. Je prends tout de suite un exemple. Vous avez forcément entendu parler du système respiratoire, du système nerveux, du système de reproduction. Alors on ne sait pas où ça commence, c'est quoi en fait, est-ce que ça comprend tout donc voilà, donc c'est quand même ça la biologie des systèmes. La modélisation est vraiment importante en biologie des systèmes parce que une fois qu'on a défini quelque chose, un phénomène, vous allez voir, on va essayer de le modéliser pour essayer de faire de la prédiction. Mais c'est quand même pas le but final de la biologie systémique, c'est pas juste de la modélisation. Donc ça, il faut le préciser aussi. Et la modélisation, avant de parler de la modélisation des épidémies, je vous expliquerai pourquoi en biologie des systèmes, elle a ce côté robuste et elle fait partie du pipeline, enfin du cheminement de l'expérimentation et des hypothèses. Avant toute chose, je voudrais rebondir vraiment sur la super présentation de Serge, parce qu'on parlait de ces problèmes, on nous dit vous faites de la systémique, on ne sait pas si on en fait. Nous, pareil, si on prend le cheminement qu'on a eu jusqu'à ma thèse, on nous cite des auteurs qu'il faut citer même dans la thèse autour d'un système ou de quelque chose. Et on ne savait pas, par exemple, que Bertal Amphi, moi je ne savais pas qu'il avait fait les conférences et qu'il avait interagi avec d'autres personnes, d'autres disciplines, alors que c'est quand même lui qui nous a permis d'avoir cette notion de biologie des systèmes. Et à l'inverse, les contributions venant de la biologie pour alimenter les réflexions autour de ces systèmes et comment ils s'organisent,
Le concept d'homéostasie, il nous vient quand même de Claude Bernard, et donc qui a participé, c'est ça qu'on avait que j'avais appris grâce à Serge et à nos rencontres aux conférences de Massy. Et alors, dans le domaine plus de la modélisation et comment ça a servi à comprendre les interactions et comment les systèmes s'opèrent, c'est là, moi, je faisais du Louis Lapic, donc c'est quelqu'un d'Épinal, c'est un neuroscientifique. Je ne savais pas du tout qu'il avait des connexions avec l'Amérique et tout ça, et donc il en avait notamment avec Norbert Wiener, qui a été aussi cité ce matin, et on leur doit des équations sur lesquelles je reviendrai, c'est-à-dire de modéliser non pas quelque chose de réalistique, mais son fonctionnement opérant pour faire de la recherche dessus. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est ce qui a donné à toute la modélisation cybernétique du système nerveux central et à l'approche computationnelle en neurosciences, qui maintenant est tellement partie dans une branche que c'est quelque chose à part, d'accord ? Avec des risques, on pourrait discuter de biais par rapport à ce qu'ils trouvent en fait dans leur modélisation. Alors, pourquoi je veux insister avant, comme je vous l'ai dit, je ne m'occupe pas d'épidémie, et c'est en m'intéressant sur la sollicitation de Patrick de travailler ensemble de Benefit avec le groupe PSI, que c'était quand même d'actualité les épidémies, ça parlait beaucoup de modélisation. Je voyais rapidement quand je voyais passer quelque chose dans un article de journal, j'aurais pas fait ça comme ça. Et donc, c'est notre questionnement qui m'a... J'ai commencé à comprendre pourquoi en fait, je ne peux pas modéliser comme ceux qui sont en sciences de l'ingénierie ou en biologie classique les épidémies. Donc, on va voir ça ensemble. Voilà comment ça se passe dans un laboratoire assez de sciences déterministes, analytiques, avec gestion de gouvernance pyramidale. On reçoit un projet de recherche qu'on apprend à déchiffrer, notamment en thèse. J'ai aimé cette remarque. Donc, effectivement, la première année, on vous met devant le fait que ça va être ta thèse, mais c'est pas ton sujet, mais c'est ça que tu vas faire. Tu fais des hypothèses, tu fais des expériences, tu as des résultats. On est bien d'accord que dans tout ce cheminement, l'observateur, rien que dans l'hypothèse, on est d'accord, les biais de valeur, tout ça. Au travail de Paillasse, il y a beaucoup de biais. Il y a beaucoup d'actes manqués, donc c'est des biais inconscients, dus peut-être à... Je ne sais pas, mais... Il n'est pas rare, dans des expériences qui ont donné de grandes découvertes, que c'est vraiment des mélanges qui ne devaient pas être faits. Donc les résultats, on les interprète. Alors ça aussi, en observation scientifique, on ne va pas s'étendre longtemps, mais toute interprétation a son système de biais. Et donc, encore une fois, le phénomène qu'on pense observer même avec la meilleure hypothèse et le meilleur équipement n'est qu'une mesure de quelque chose qu'on pense être dans le réel. Alors, pour s'aider et pour aller plus loin sur la compréhension d'un phénomène en biologie, on va avoir des expériences des laboratoires qui travaillent à différentes échelles. C'est ce que je vous ai mis là, ici, dans ces cadrans. On n'a pas de pointeur, on n'a pas le droit d'être debout. Donc on est là-bas. Vous voyez, chacun récupère ses données. Voilà. Et là, on passe un peu donc, en approche systémique ou intégrative, où finalement, on va faire venir souvent aussi des personnes de physique, de maths, de bioinformatique, et on va créer des modèles. Là, je vous montre un exemple de simulation. On verra ça plus tard en détail, comment on en arrive à faire ici ce genre de données pour la pandémie. Et on essaye de faire tourner, avec l'ensemble des données, des paramètres. Et une fois qu'on a fait bouger ces paramètres, si on voit quelque chose dans la simulation qui nous intéresse, t'es gentil, eh bien, cela nous conduit à refaire des expériences. D'accord ? Et puis ça devient des nouveaux projets de recherche, etc. Alors, rassurez-vous, les gens qui sont aujourd'hui là sous le feu, on va dire, de l'actualité avec leur modélisation Covid, ils savent de quoi ils parlent parce qu'ils ont une formation solide, d'une part, et en fait, ils font avec ce qu'ils ont. Donc ça va être dès le début en fait de la pandémie. Là, j'illustre qu'un livre en fait de 2 chercheurs qui sont à l'Institut Pasteur, qui fournissent pour le gouvernement français des modélisations de toutes sortes. Ils ont tout de suite alerté et ils ont essayé d'être très pédagogiques. Je te donne un modèle ou une conclusion, mais attention, fais l'effort de lire aussi, s'il te plaît, qu'est-ce que peut vraiment te dire le modèle. Donc, je sais que Vivien, il aime bien ça, et chez d'autres, il y a aussi des prérequis avant d'utiliser de la modélisation, et comment on les utilise. Le contexte, on le sait, il est tendu, il est passionnel, il y a du débat, de la polémique. Donc, tout l'usage des modèles en période de pandémie mériterait déjà que peut-être on reparte à la base, d'accord ?
Comment ça se passe quand il y a une pandémie? Donc c'est ce que je vais essayer de vous raconter. J'ai par chance, je n'ai pas d'amis qui fait de l'épidémiologie, donc j'ai juste un ami bien calé en sciences de la santé qui utilise des modélisations avec qui j'ai pu parler un peu. Donc comme toute modélisation, surtout quand vous n'avez pas de données, vous allez imaginer donc des mécanismes spéculatifs. Hein, c'est le mot, hein, c'est spéculatif. Là, parce que par rapport à la chaîne que je vous ai présentée au début, il va y avoir très peu de data. D'accord? Donc on va voir comment on peut s'en sortir quand on a très peu de data pour essayer de prédire et de prendre des décisions. Alors, le problème d'avoir peu de data et de savoir où on ne va pas dans une population, il n'est quand même pas nouveau. Et par chance, il n'y a pas que les épidémies qui ont posé ce problème. Eh bien, c'est la démographie elle-même. En fait, en biologie des populations, la première chose qu'on aimerait bien savoir, c'est finalement, là, cette population, elle croît, ça va croître jusqu'à où, ça va croître comment. Alors, le mathématicien belge, Verhulst, lui, il a introduit un outil fondamental en mathématiques, en ingénierie ou pour tout ce qui va suivre et en modélisation. C'est l'idée que je peux décrire avec une équation mathématique un comportement que j'ai si j'ai quelques mesures. D'accord? Ici, je vous montre vraiment un exemple. Ça, c'est en fait tous les jours en laboratoire. Ici, ça pourrait être une courbe en fait de croissance de population, d'une réaction chimique, d'une dose-réponse qu'on voudrait voir évoluer. Ça pourrait être des stocks de vente qui partent au cours du temps. D'accord? Vous avez des moments où vous avez un état de mesure. D'accord? Et ça, sur mon graphique que je vous ai fait, c'est les points noirs. Eh bien, ce que nous a appris, ou ce qui a été possible donc, au 19e siècle, ça a été d'inventer des équations qui vont trouver l'ensemble des points, idéalement dans une relation harmonieuse, autour de ces points de mesure. Donc c'est ce qu'on appelle, vous l'avez peut-être entendu, les régressions linéaires et non linéaires. Donc ça, on en parle maintenant beaucoup parce que c'est en fait la base de ces équations qui ont donné toute l'automatisation, le deep learning, le machine learning. Alors l'introduction forte de ce scientifique, c'est de dire, mon équation, en fait, peut comporter des paramètres qui pourraient être des variables ou des choses tangibles dans mon monde. C'est-à-dire, je peux théoriser, je peux imaginer, mais là, son équation ici qui est représentée, alors vous reprenez le petit e là écrit bizarre, ça c'est le comportement exponentiel, c'est celui qui va vous donner la fameuse croissance exponentielle, mais cette équation, elle est bornée par un stock qui est de dire, ça n'ira pas plus loin que mon stock maximal, lequel je le bloque à L. Et la croissance elle-même, c'est la relation que vous avez avec le coefficient K en fonction de nombre de choses disponibles diminue au cours du temps. D'accord? Et donc, ce genre d'équations qui ont permis de dire, OK, on peut faire de la prévision, si on fait les paramètres, on peut essayer de trouver le maximum, ou alors, à l'inverse, on peut expliquer comment se comporte le phénomène. On reviendra, ça un peu plus tard dans les épidémies, vous verrez à quoi ça sert de revenir très simplement à une équation la plus simple pour dire, là, c'est sûr, ça va nous péter à la gueule parce que c'est exponentiel. Mais avant ça, derrière les modélisations, qu'est-ce qui se cache? C'est ce qu'on appelle le choix des paramètres. Alors le problème, je vais vous l'illustrer ici très simplement, dès 1920, ça suffisait plus en fait d'avoir une seule courbe pour étudier une population, surtout si vous utilisez, vous voulez savoir combien vous avez de lapins dans un pré alors que vous savez qu'il y a des renards, ça vous n'y échappez pas. Votre système de mesure, il est éventuellement, vous avez à peu près calculé sur 3 mois que les lapins se reproduisaient à cette vitesse. Vous avez pu noter que plus quand même le renard y vient, il en mange, il y en a un peu moins le mois d'après. Alors comment les mathématiques sont venues à essayer d'interpréter ces phénomènes? Je vais brièvement vous dire, ce sont donc ce qui est apparu et qui est partout dans notre monde, ce sont les équations différentielles en système. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les équations dans un système interdépendent les unes par rapport aux autres et vont fournir un ensemble de solutions. Donc c'est les graphiques que vous avez, ça c'est la page Wikipédia autour des modèles sur les populations. Les équations en fait elles vous disent quoi? Vous avez une population en haut dans l'équation X, voilà, dont en fait son taux de croissance est pondéré en fait par la population qui est en temps Y. Et dans le même temps, la population qui est en Y, sa croissance dépend de la population, de l'autre population ici, x de t. Alors, je précise tout de suite, ça c'est la base des mathématiques derrière tous les modèles que vous avez pu entendre, SIR, ECIER, et qui sont la base derrière, on verra, des modèles oscillateurs.
Donc ces systèmes d'équations, vous allez vous poser et vous allez dire, bon, alors j'ai vu ça. Ce que je peux faire avec le peu de données, je vais fixer l'ensemble des paramètres et je vais observer l'ensemble des solutions de cette relation d'équation. Donc ce qu'on appelle les diagrammes de phase des solutions. Et là sont illustrés donc l'évolution. Quand les paramètres sont bloqués en rouge ici, vous voyez que la courbe en rouge associée de l'autre population évolue comme ça. D'accord ? Et en jaune, c'est le pendant pour cet ensemble de solutions pour l'autre population. Donc ça veut dire quoi ? C'est que quand vous faites de la prospective avec des modèles, vous n'avez pas une solution unique. Ça, c'est pas possible. Si quelqu'un vous dit mon modèle, c'est sûr, c'est là, c'est qu'il a trouvé des nouvelles mathématiques. Ou alors il a pu avoir qu'une seule équation, c'est peut-être une révolution. C'est intéressant de vérifier. Montre-moi un petit peu tout, d'accord ? Ça, vous allez voir que ça va servir plus tard en épidémie parce que c'est ce qui va donner en fait lieu au fameux scénario. 1, 2, 3 ou 27 scénarios. Alors ensuite, il y a des méthodes. Je ne les expose pas ici. Vous pouvez choisir en fait sur l'ensemble des solutions s'il n'y a pas des sous-ensembles plus pertinents que d'autres. Mais quand même, sachez que normalement, une modélisation ne vous donne pas une réponse, mais un ensemble de solutions. D'accord ? Néanmoins, ces modèles, ces premières modélisations, on va voir, sont quand même aussi utiles en épidémie parce que, je reprends ici l'exemple de l'exponentielle ou de la courbe. Si vous avez réussi à déterminer le point d'inflexion dans votre comportement de votre phénomène quand ça devient linéaire, la relation mathématique change. Donc ici, vous pouvez être, par exemple, si on est dans le cadre d'une pandémie, ça double effectivement tous les 2 jours. Donc là, effectivement, dans 4 jours, je peux à peu près être certain que j'en ai beaucoup trop. D'accord ? Mais pas plus. D'accord ? Parce que, voilà. Par contre, dans les systèmes dynamiques, ce sont un peu, là, si on fait de la systémique, c'est les propriétés émergentes d'un système. Donc là, ce que vous voyez apparaître, c'est les oscillations. Alors, ça pouvait vous paraître trivial, mais il fallait encore le quantifier, que si une des populations descend, l'autre monte. Si elle monte un peu plus, l'autre monte un peu plus, etc. Donc là, ils mettent dans leurs paramètres, même si on sait qu'en approche systémique, on en a aussi parlé, vous rajoutez rien qu'une variable, comment se nourrit une population, donc comment elle consomme son environnement, ça ne va pas osciller comme ça, d'accord ? Parce qu'il y aura trop de paramètres. Donc, maintenant, moi, je vous ai posé le cadre de comment on modélise quand on a des données, le temps de retourner à la paillasse, de refaire, de travailler, d'agréger des données qui viennent d'autres affaires. La première contrainte, quand vous êtes en situation d'épidémie, pour les gens qui doivent les modéliser, en fait, c'est qu'il y a peu d'observations. On vous a dit qu'il y avait 7 patients atypiques. Le lendemain, on vous rappelle, il y en a peut-être 14. On est peut-être sur de l'éclosion de quelque chose. Alors, bon, ok. Est-ce que c'est un virus ? On ne sait pas. On ne sait même pas au début, quand c'est risque comme ça. C'est un virus, on le sait. Ok. Bon, quel type ? On ne sait pas encore. Ça s'en vient. Si vous vous rappelez, vraiment, au début de la pandémie, ils n'étaient pas sûrs quel type de virus, s'il était aérosol, surface, les deux, quel type. Donc, très vite, ça va être des mécanismes spéculatifs sur le mode de transmission par rapport au peu de données qu'ils ont. Et quand même, il y a un historique des épidémies. Donc, on va essayer de se référer aux anciennes épidémies, comment elles ont commencé, comment elles ont été réanalysées. Donc, beaucoup, en fait, le travail des gens qui font des modélisations en épidémie, c'est pas tant de s'occuper, en fait, en temps réel de ce qui se passe. C'est de créer les systèmes. Ça, c'est un système d'équation sur un des modèles de la grippe qui vous est proposé ici. Il a été affiné grâce à l'ensemble des données collectées, rediscutées, redébattues. Donc forcément, quand ça a commencé la pandémie, ils ont dit, bon, vous en faites normalement l'épidémie. Mais lui, ce qu'il dit, le modélisateur, mais c'est pas une épidémie. Vous avez 2 jours et 24 cas, là. Je suis pas sûr qu'on est dans une épidémie. Faites-nous une projection. Alors, la seule chose que vous pouvez dire, c'est, ok, on va modéliser. Donc, commençons simplement. Faisons simplement de la quantification. Donc les premières modélisations qui apparaissent en cas d'épidémie, et là je dirais que l'observateur dans son rôle, ça va aller parce que ça va être de suivre en fait le phénomène, d'accord ? Donc là vous avez ici le taux d'incidence pour le Bas-Rhin au cours donc de l'année passée. Alors bon, voilà, c'est une représentation, on fait un calcul, on le divise par 100%, mais un taux par 100 000 habitants. Et là commence effectivement le travail un peu spéculatif, c'est de dire, bon, de ce phénomène, au cours du temps, il y a eu transmission virale, donc je vais essayer de calculer quelle est la probabilité ou un facteur, une constante de temps, comme on les appelle, donc, qui donne lieu à expliquer ce phénomène en termes de contamination.
Il y en a plusieurs. Je crois que le plus célèbre qu'on a aussi beaucoup entendu parler, c'est le fameux R0. Mais la première chose qu'il faut savoir dans R0, c'est qu'il n'y a pas une méthode pour le calculer. Il y a autant de méthodes que de projets de recherche qui s'intéressent à quantifier R0. Donc vous allez sur la page de Wikipédia du R0 de la pandémie. Elle évolue tout le temps. Ils sont à peu près sûrs qu'au début des premiers mois, il y a 14 équipes internationales, que des gens venant d'instituts très très compliqués. 14 équipes, 14 valeurs différentes. La seule chose qui était à peu près, attendue et qui a quand même ressorti de ça, c'est que la majorité des valeurs, mais pas toutes, tournaient comme ici pour le barin, autour d'un R qui allait osciller un peu en dessous de 1 et qui allait aller vers 2. D'accord ? Parce qu'au début, les premiers calculs, c'était un R de 8. Alors qu'est-ce que ça veut dire, R de 8 ? Ça veut dire qu'un patient qui est contaminé avec le virus va en contaminer 8. Donc là, c'était la panique. Donc les calculs se sont affinés et aujourd'hui, on verra dans 10 ans, le calcul du R0 de la pandémie, de quoi il est vraiment, mais on va dire qu'il oscille en fonction des phases de 0,6 à 2 ou 3. Donc là encore, c'est un premier indicateur qui est sorti de données qui sont calculées par différentes façons. Donc l'observateur, finalement, il doit savoir que ça vaut ce que ça vaut. Hein. Si c'est le concept, je le comprends bien. Le R0, par contre, sa valeur, je ne sais pas d'où elle vient parce qu'elle peut venir de beaucoup d'endroits. D'accord ? Et le R0, ou la transmission virale, là je vous rappelle, majoritairement dans les études, elle dépend de 3 paramètres. Alors on verra aussi pourquoi c'est compliqué d'en mettre 3 et pas 4, ou on aurait pu en mettre que 2, disons pour calculer une probabilité de transmission, qui est à la base spéculative. Eh bien, quoi qu'il arrive, c'est ces premiers travaux qui embarquent dans les modélisations les plus complètes. D'accord ? Donc vous avez encore déjà ici la traduction éventuellement d'un premier biais, parce que si vous choisissez un R0 qui est faux, tout ce que vous allez construire là même de très compliqué, ça va être limite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le R0 ? Donc ça nous fait une constante au cours du temps, donc un nombre de contaminants qui peuvent apparaître. Donc très vite, on repart sur les modèles dits en compartiment, en équation différentielle partielle, et au cours du temps, on va essayer de trouver des relations entre les sujets potentiellement infectés, ou qui peuvent être infectés, ceux qui le sont et ceux qui sont soignés, d'accord ? Alors, ça donne lieu à des calculs et à des spéculations ici, c'est comme ça qu'on procède à estimer en fait des états entre ces catégories ou ces stocks de population qu'on voudrait dans notre modèle. Ça donne lieu à des représentations qu'on peut voir grand public sous forme de carrés avec des flèches et en termes de systémique avec des flèches qui retournent pour influencer sur le taux d'un compartiment à l'autre. Alors on va commencer avec le modèle par exemple C. Ça c'est le modèle type pour la maladie du sida. D'accord ? Tout le monde est susceptible d'attraper le sida et une fois que vous êtes infecté, vous l'avez et en plus vous pouvez le transmettre. Donc c'est un modèle qui va être schématiquement avec 2 cases et une flèche, donc le compartiment infecté influençant le nombre de personnes qui restent saines. D'accord ? En début de pandémie, là, les gens sont plus rodés, pas en début de pandémie, pas en d'épidémie ou de suspicion d'épidémie, ils vont vers les modèles SIR. Donc 3 compartiments, ça c'est le modèle de la grippe. Alors pourquoi ? C'est parce qu'il y a une population qui est susceptible d'être infectée. L'infection de la grippe, en fait, elle se passe très vite. Hein. Vous contractez le virus, vous manifestez les symptômes, et dès que vous avez les symptômes, vous pouvez donner en fait la maladie. Qu'on a très vite su avec le modèle Covid, c'est que ce n'était pas 3 compartiments. Si tu voulais à peu près approcher de manière, disons, que ta modélisation puisse te donner une prédiction, c'est cette fameux temps d'incubation du virus dans l'organisme. Ici, le compartiment A bleu, E, qui en plus, dans le cas des coronavirus, peut aller de 2 à 14 jours. Vous voyez que pour ajouter en fait une dimension temporelle à la modélisation, vous avez le virus, vous êtes dans un état latent, d'accord ? Et puis seulement après vous êtes infecté, ça va rajouter énormément de paramètres dans la modélisation. En plus, on l'avait soupçonné mais on ne voulait pas, c'est le problème des asymptomatiques qui n'est en fait, même encore aujourd'hui, peu traité en fait dans les modélisations. Finalement, quand vous êtes infecté, il y a des symptômes ou non, donc on peut essayer de vous catégoriser, on peut essayer de mesurer ça. Mais les asymptomatiques qui ne sont pas mesurés, eh bien, parce qu'ils ne sont pas malades, pose même la question que quand ils sont testés positivement, est-ce que ce n'est pas un biais de mesure ? Est-ce que mon test PCR dit, bon, vous n'avez pas de symptômes, mais vous avez le virus, vous êtes asymptomatique, mais est-ce que c'est pas... Donc ça introduit énormément de biais. Alors ces modèles en compartiment, ils servent quand même directement à faire, je dirais, des approches globales, systémiques.
en ce qu'on appelle en dynamique des systèmes. Hein, donc, les banquiers les utilisent beaucoup, la banque assurance, vous avez des stocks à gérer. Donc, on va tout de suite aller sur le modèle hospitalier. Hein, c'est un système, hein, on parle de système. Ce qui est mesurable, c'est les lits disponibles. D'accord. Donc, le décideur, ou du moins, une fois que ça tend vers de l'épidémie à hospitalisation, très vite, on veut faire interagir le modèle que vous avez en haut, ici, très simple, du taux en fait, de nombre de personnes qui va être malades, qui va aller alimenter le modèle de simulation de l'hôpital qui, lui, se remplit hein, par ailleurs. D'accord. Donc, ça permet d'avoir des courbes. Et là, il y a quand même une fiabilité assez simple, mais qui est quasiment intuitive. Si vous n'avez que 3 lits de réanimation et qu'au jour 2, vous commencez votre modélisation, vous en avez déjà 2 de remplis, il est quasiment évident que le prochain lit va être rempli par un patient Covid. D'accord. Donc, néanmoins, ça permet de jouer sur la temporalité, de dire, voilà, si je fais durer le système, je peux peut-être trouver, disons, une façon de m'en sortir avec ce modèle pour prendre des décisions. Ensuite, là, je vous en illustre un autre. Alors, ces modèles sont disponibles, mais je vois que la référence est manquante. Là, ici, on rajoute en fait des paramètres parce que on a commencé très tôt, là, en faisant de l'observation, on a parlé d'une population. Très vite, la population, ce n'est pas quelque chose d'homogène, hein, donc on approche donc, les problèmes de complexité. Donc ces modèles vont montrer des limites, notamment par rapport à l'homogénéité de la population. Alors, vous pouvez faire des tranches, des compartiments avec des âges, mais bon, c'est pour ça que pour lever cette homogénéité sur les populations, il y a les modèles agents dont je vais vous parler. Néanmoins, ces approches-là, qui font dans un labo quand il n'y a pas pandémie, les gens qui font de la modélisation de pandémie ou d'épidémie, ils s'interrogent en fait, est-ce que leurs modèles sont bons pour expliquer le phénomène. Quand ici, vous avez une illustration d'un travaux de Français de 2020 qui ont retravaillé sur les données disponibles de l'épidémie de Wuhan, qui avait été tout géré en fait avec un modèle SIR, d'accord. Donc en se demandant, est-ce qu'on ne peut pas créer un modèle où les compartiments interagissent de manière différente, où on fait l'hypothèse qu'il existe un mode de transmission supplémentaire à faible probabilité. Donc, il partait de cette hypothèse que pour expliquer éventuellement ce qui s'était passé à Wuhan, même quand il y avait du confinement et des restrictions, il y a eu ce qu'ils appellent de la transmission communautaire qui n'arrivait pas à expliquer. Donc le modèle, ils sortent des courbes, elles ajustent mieux, elles décrivent mieux les données, donc ils peuvent émettre statistiquement la conclusion que oui, il existe peut-être un mode de transmission alternative. Et là, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier, ils ont spéculé que c'était quand même peut-être sur les surfaces, mais ça, c'est vraiment donc des modèles de la modélisation pure pour essayer d'expliquer mieux le phénomène, d'accord? Et c'est ce que font généralement un laboratoire d'épidémiologie. Hein, donc, c'est plutôt ce genre de travaux qu'ils font. Je vous ai parlé donc des simulations multi-agents parce que c'est l'étape supplémentaire qui vient directement quand vous voyez que les modèles à compartiment à système dynamique, ça fait des courbes trop propres, là, ça ne ressemble pas vraiment à ce que j'ai sous les yeux. Ces modèles, là je vous résume une application très concrète, ils ont été développés autour de la mobilité notamment, qui sont beaucoup utilisés pour regarder comment un comportement individuel et la somme des individus qui composent une population avec des comportements individuels se comportent dans un environnement. D'accord ? Ici, ça, c'est des problèmes en fait, d'enseignement qui sont donnés en géographie autour des congestions des bouchons autoroutiers, par exemple. Donc, on arrive à simuler des comportements individuels dans un environnement. D'accord ? L'idée, c'est que par rapport aux équations mathématiques qui nous ont toutes décrites d'avance quasiment un ensemble de solutions, ici on donne en fait à chaque agent des comportements et on les laisse dans une simulation interagir avec leur environnement entre eux en fonction des paramètres et cela va décrire des choses. Alors là encore une fois, pourquoi c'est utilisé en pandémie ? C'est parce que c'est ces modèles-là qui vont, disons, orienter les stratégies de restriction sanitaire que je vous dont le premier exemple ici, vous avez en fait typiquement une modélisation. Donc pareil, ce sont des modèles disponibles gratuitement pour l'enseignement de ces choses-là, où là on veut tester finalement l'interaction sociale dans une population on ne la connaît pas, d'accord ? Donc on va aléatoirement distribuer un nombre de connexions sociales
sur une période, par exemple, d'une semaine, 2 semaines. Donc chaque point représente un individu qui a rencontré, qui a eu un contact éventuellement, qui pourrait transmettre, d'accord, le virus s'il était porteur du virus. Et donc on regarde dans cette simulation de réseaux sociaux comment le virus se propage. Et alors, c'est là que, en fonction des paramètres et de comment ça évolue, vous arrivez à formuler des conclusions du type, en fonction des pays, il faudrait rester dans une bulle familiale qui comporte que 4 individus qui ne verraient que 3 personnes. Voilà. C'est comme ça que ce genre de travaux vous permettent d'orienter, disons, votre décision. Encore une fois, ils sont en fait beaucoup plus utilisés a posteriori. En fait, pour recalculer le fameux R0. Donc finalement, là, vous avez un exemple de simulation très simple avec 4 paramètres pour essayer de vérifier si ce qu'on avait dit que le R0 était de 2, 3 ou 4, quel est le vrai R0 moyen on va dire, de l'épisode pandémique, ici simulé. Je ne crois pas que c'est en lien avec des vraies datas. Puis vous avez une valeur, voilà, vous pouvez dire, dans cette simulation qui s'est inspirée des vraies données, on avait fait face à un virus R0, 4. Ça encore, c'est des travaux qu'ils font quand ils ne sont pas en période de pandémie. Ça, c'était un petit exercice qu'on avait fait à Benefit pour s'intéresser, parce qu'on se doutait que les variants allaient arriver, on nous parlait, voilà, qu'est-ce que fait un variant, ça modifie les paramètres en fait de transmission d'un virus. Donc simplement vous montrer que c'est ces approches-là qui vous permettent au cours du temps d'imaginer ce qui va pouvoir se passer. Donc ici, on avait simulé en fait un agent infectieux qui contaminait 2 ou 4 personnes, d'accord, et qui, à un temps donné, ici à la semaine 44, doublait sa capacité de transmission. Et donc, on regardait les conséquences globales sur l'évolution de la pandémie. Vous avez, pour le variant 1 qui n'a pas muté son pouvoir de transmission, vous voyez les 3 courbes, donc ça se tient au cours du temps, mais c'est très étalé, donc c'est quelque chose qui a duré longtemps dans le temps. Et s'il y avait eu présence d'un variant qui doublait son infectiosité, sa transmissibilité, vous voyez que dès la semaine ou les 6 semaines après la mutation, vous voyez un pic de contamination et qui tasse l'épidémie vers ce pic. Voilà. Mais l'air sous la courbe, alors je ne détaille pas ça, mais ça peut intéresser certains d'entre vous, dont Serge, c'est la même quantité qui s'est passée. Donc ça, c'est très intéressant en termes d'approche systémique, c'est-à-dire que si je regarde l'information, comment elle a été diffusée dans mon système, c'est la même, d'accord ? Mais elle a changé au cours du temps. Ça, donc c'est des choses quand même qui sont abordées et avec ces simulations agents. Maintenant, je vous ai dit, je ne fais pas d'épidémie, j'ai volontairement pas envie de commenter en fait les données françaises, d'accord, hein, parce que il y en a d'autres qui le font très bien. Et je voudrais juste pour replacer la question de l'observateur par rapport à la modélisation, vous emmener à ce qu'a été l'actualité au Québec et à Montréal. Alors, en haut, vous avez les données en vert de la ville de Montréal, en fait, on va dire du Grand Montréal, donc un système quand même de 4 millions d'habitants avec une forte promiscuité, et en orange, le reste de la province du Québec. Donc, c'est les cas réels enregistrés en test PCR, d'accord ? Donc, vous voyez des vagues au cours du temps. Alors, l'année dernière, avant la période de Noël, il y a eu une modélisation qui est sortie le 17 décembre 2020 à 3 scénarios. D'accord ? Alors, je ne sais pas si ça rend bien, si vous arrivez à lire, mais l'idée, c'était que si on a un scénario avec des paramètres, d'accord, qui maintiennent en fait un zéro contact social et aucun rassemblement à Noël, il n'y aura pas de vague. D'accord ? Scénario 2, proposé par l'Institut de modélisation. On maintient toutes les restrictions sociales, donc les restaurants sont fermés, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, le port du masque partout, mais on autorise donc un niveau de bulle familiale à se réunir le 24-27, du 24 au 27, et ce qu'on observe, c'est qu'il y aura éventuellement une reprise ou une vague, mais pas non plus ce qui pourrait être le scénario 3 si on autorise donc allez, comme avant, faites comme si de rien n'était. D'accord ? Donc là, bien entendu, scénario 3, c'est l'arrivée massive de cas et d'hospitalisation. Donc, la décision, le 17 décembre, était annoncée en même temps que les écoles allaient fermer. Donc ça, c'est le paramètre qui avait été décidé. Donc vous doutez bien que le gouvernement, ainsi que les citoyens qui voulaient bien adhérer aux mesures, on allait sur le scénario 3, d'accord ?
Le scénario 2, pardon. Donc on a quand même voulu avoir un Noël, et parce que ça ferait pas de vague d'après la modélisation, d'accord ? Le problème, c'est qu'il y a quand même eu une vague, donc vous le voyez, il y a eu des cas réels. Donc est-ce que c'est quoi le problème ici ? C'est pas probablement la modélisation, c'est le rapport à la modélisation. On s'est dit que ça suffirait, donc il y a probablement eu plus de rassemblements que prévu. D'accord ? Alors, les derniers cas avant de finir, c'est ça que je vous illustre, c'est que finalement, quand vous faites de la data, de la modélisation, vous observez des phénomènes, des courbes qui bougent, qui montent. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un, l'observateur de la simulation, qui va essayer de raconter une histoire. D'accord ? Donc, il y a énormément de biais, au-delà du fait que vous avez construit un modèle qui comprend peut-être énormément de biais. Les scénarios que vous voulez proposer pour communiquer vont contenir probablement autant de biais et surtout vont influencer éventuellement des prises de décision. Donc là, je passe rapidement, mais vous avez des modélisations rapides tout le temps qui sont tombées au Québec, d'accord, avec toujours 1, 2, 3 scénarios différents. Alors, plus ou moins, on voit que ça permettait d'obtenir ce qui était plus ou moins prédit dans le scénario finalement, on va dire le plus restrictif par rapport aux mesures sanitaires. Donc un encouragement à suivre les modélisations qui allaient sur les scénarios les plus compliqués. Avec en haut donc le début dans les courbes grises des campagnes de vaccination qui elles aussi ont fait l'objet de modélisation prospective. Si j'ai une adhésion, combien je vaccine par jour, quelles sont les conséquences sur ma pandémie. Avec, c'est ça la conclusion que on va vacciner massivement, mais il va falloir maintenir en fait les contacts réduits parce que sinon, c'est ce que vous illustre le graphique tout en haut à droite, sinon on va quand même avoir un pic. Alors, c'est contre-intuitif dans cette modélisation. D'où vient ce pic si je vaccine toute ma population ? Ça, c'est la vaccination des adultes. Donc, qu'est-ce que ça dit ? C'est que là, on est arrivé au moment du variant Delta, que le variant Delta, en fait, il se balade dans les écoles ou chez les enfants de manière... et qu'après, de toute façon, c'est eux qui sont le nombre de cas. Donc, il faut réaffiner les modélisations, tenir compte encore plus des enfants. Et donc, la dernière modélisation qui est sortie, là, je la laisserai comme ça. C'est juste pour vous dire que, finalement, alors maintenant, il faut tenir compte des hospitalisations, du nombre de cas, de la campagne de vaccination des adultes, de celle des enfants, et trouver où est-ce qu'est le meilleur des scénarios. Donc, la modélisation, alors la meilleure pour la situation en finir avec la pandémie, elle est tout en bas, en fait, tout en bas ici. Voilà, donc vous voyez, le pic ici, ça y est, c'est fini, il n'y a plus d'hospitalisation, il n'y a plus rien. Mais ça part du principe que vous avez 0 contact et tous les enfants ont été vaccinés en 3 semaines. D'accord ? Donc maintenant, vous avez ça dans les journaux, et donc comment l'observateur qui observe la simulation, la modélisation, il est pris dans cette boucle avec les données et les simulations, de se dire, un peu comme avec les sondages, on en discutait, finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire vivre ? Quelle histoire j'ai envie de raconter ? Est-ce que j'ai envie de faire mentir le modèle ? Est-ce que j'ai envie d'aller dans le modèle et me dire, ouais, c'est quand même les maths qui nous ont sauvés, Donc, vous voyez que ça a un impact directement qui dépasse celui du cadre juste du compter ou de prédire le nombre de cas. Ça fait l'objet de débats au Québec, ici aussi. Donc en conclusion, moi, l'observateur, donc dans le processus de modélisation, il est essentiel. On est obligé d'observer tout au long de la modélisation et de ce que cela donne. Dans le cas de l'intervention, les épidémies, par rapport à on va dire, l'enseignement de la modélisation ou de ses usages, en fait, l'épidémie reste quand même un cas à part de modélisation. Vous n'avez pas de données, vous n'avez pas le recul, vous ne pouvez pas revenir à la paillasse, essayer de tester facilement les mécanismes dans un laps de temps pour affiner vos modèles rapidement. Et les prédictions vont dépendre des prérequis, des choix de l'observateur à bien écouter ce que c'est un modèle. Parce que des scénarios, on en a sorti 3 là dans le cas de cet institut, ça aurait pu être 5, ils auraient pu faire le pari de dire au nom de leur déontologie ou de leur connaissance d'en donner que 1. D'accord ? Donc c'est pour eux, là. Les maths ne font pas tout. Et donc l'ouverture, donc c'est qu'une modélisation, quand vous voulez vous occuper d'un phénomène, même dans le cas d'une épidémie, l'approche systémique, je crois qu'elle a toute sa place. On ne peut pas juste se contenter d'un système de mesure ou d'un carcan de pensée. On parlait de la complexité et de tout ce que nous apporte en fait disons le monde complexe. L'épidémie met, je pense, en valeur tout ça. Et l'observateur et la modélisation, on se rend compte que ça pose aussi, quand on fait des modélisations et qu'on les livre comme ça,
à des questions d'impact globaux et systémiques, quoi. Finalement, si vous voulez prédire le comportement d'une population, prenez quand même une responsabilité, quoi, en disant si vous faites ça, ça va se passer comme ça, et l'autre, ça ne se passe pas au nom de mon modèle. Voilà.